L'aube se levait sur la Guadeloupe comme une brûlure lente, une lumière rougeoyante filtrant à travers les vapeurs d'humidité qui montèrent de la terre noire. Étienne Delorme, tout juste débarqué de son voyage depuis Nantes, sentait le poids de cette chaleur étrangère l'envelopper comme une main hostile. Le bruit des palmes agitées par le vent se mêlait au craquement sourd des moulins à sucre, et, sous cette musique lourde, l'île semblait respirer une tension ancienne, presque vivante. Il avançait vers la grande maison familiale, que l'on avait ouverte en urgence pour recevoir l'héritier inattendu. Son oncle, mort subitement, lui avait laissé les terres, les bâtiments et les esclaves. Rien dans son éducation en métropole ne l'avait préparé à l'atmosphère épaisse qu'il trouvait ici. Rien ne l'avait préparé à ce qu'il allait entendre le premier matin. Car dans la cour, chaque regard se détournait dès qu'il apparaissait, mais quelque chose d'autre se produisait aussi. Un frémissement, une crispation furtive, comme si une ombre circulait derrière ses pas. Étienne ne la voyait pas encore. Il sentait seulement un souffle de peur flotter dans l'air. « Monsieur Delorme », murmura le régisseur, un homme sec nommé Larocque, venu l'accueillir. « Il y a des choses que vous devez savoir. » Sa voix portait un tremblement discret, mais Étienne, épuisé par le voyage, n'y prêta qu'une attention modérée. Jusqu'à ce que Larocque ajoute « L'esclave la plus redoutée de l'île se trouve sur votre propriété. » Étienne s'immobilisa. Le choix des mots l'interpella. « Redoutée ? Par qui ?» Larocque évita son regard. « Par tous, monsieur, blanc comme noir. Elle s'appelle Maëlle. Certains disent qu'elle est marquée, qu'elle attire le malheur. D'autres disent qu'elle n'a pas d'âme. » Une grimace d'agacement traversa les traits du jeune maître. « Ce sont des superstitions. »« Peut-être, » concéda le régisseur, « mais personne n'ose la commander directement. Votre oncle avait fini par la laisser travailler seule. » La conversation fut interrompue par un murmure soudain parmi les esclaves rassemblés près des bâtiments. Étienne tourna la tête et la vit. Maëlle se tenait légèrement en retrait, les jambes nues tachées de poussière, un foulard sombre serré autour de ses cheveux. Sa peau, d'un noir profond et lustré par le soleil, semblait absorber la lumière. Mais ce n'était pas cela qui frappait Étienne. C'étaient ses yeux. Ils n'exprimaient ni soumission ni colère. Ils ne clignaient presque pas. Ils observaient, avec une lucidité qui le traversa comme une lame froide. Larocque, à côté de lui, recula d'un demi-pas. « Vous voyez, elle n'est pas comme les autres. » Étienne, sans répondre, fit quelques pas vers elle. Il sentit immédiatement la tension se resserrer autour d'eux, comme si l'air lui-même avait décidé de retenir son souffle. « Maëlle, c'est cela ?» dit-il en français simple comme on parle à un égal malgré soi. Elle ne répondit pas. Elle ne bougea même pas. Mais dans son immobilité totale, il y avait une puissance inquiétante, une façon de tenir son corps comme si chaque muscle avait été entraîné par des années de vigilance, de survie, de rage enfermée. « Je suis Étienne Delorme, » poursuivit-il. « Je prends aujourd'hui la direction de ces terres. » Toujours pas un mot. Pourtant, il eut l'étrange sensation qu'elle l'écoutait d'une manière différente, plus profonde, comme si elle disséquait le moindre détail de sa voix, de ses intentions, de sa présence. Puis, soudain, quelque chose se produisit. Un outil métallique tomba derrière eux, un bruit banal, le genre de bruit qui ne provoque qu'un sursaut distrait. Mais Maëlle, elle, réagit instantanément. Son regard se déplaça si vite, si précisément, que le cœur d'Étienne s'accéléra. Ce n'était pas un réflexe de peur. C'était celui d'un animal traqué depuis trop longtemps, habitué à anticiper le danger avant même qu'il n'existe. Elle tourna lentement la tête vers lui ensuite, et pour la première fois, ses lèvres s'entr'ouvrirent. Pas pour parler, pour laisser passer une respiration courte, presque imperceptible, qui ressemblait à un avertissement. Personne autour d'eux n'osa briser le silence. Étienne sentit alors une autre émotion se glisser en lui, quelque chose qu'il n'aurait jamais admis, une fascination douloureuse. Comme si cette femme, que l'île entière disait redoutée, portait en elle un secret bien plus lourd que des histoires de malédiction. Un secret qui avait déjà commencé à l'attirer. Mais au moment où il tenta d'ajouter un mot, Maëlle fit quelque chose de si inattendu que même les esclaves reculèrent. Elle lui tourna brusquement le dos, marcha jusqu'à l'ombre des cannes et disparut sans un regard. Ce n'était pas un acte de défi, c'était autre chose.
comme si elle savait déjà quelque chose sur lui, quelque chose qu'il ignorait encore. Et ce pressentiment, né en une fraction de seconde, ne le quitterait plus. Car loin dans la plantation, un murmure s'éleva parmi les anciens esclaves. Elle a vu quelque chose en lui. Un frisson parcourut Étienne, sans qu'il en comprenne la cause, pas encore. La pluie tropicale tomba ce soir-là comme une décharge, dense et rapide, transformant les chemins en coulées brunes et les feuilles de canne en lames d'acier luisantes. Étienne, installé depuis quelques jours seulement, parcourait la maison familiale avec une agitation qu'il n'avait jamais connue. Quelque chose dans l'attitude de Maëlle le hantait. Non pas la défiance, mais il s'y serait attendu, mais cette manière de le regarder comme si elle lisait en lui une histoire qu'il n'avait jamais écrite. Il tenta de s'occuper l'esprit en explorant les archives entassées dans le bureau de son oncle. Registre de récolte, dettes, liste de punitions, des pages tachées de sueur et de sang séché. À mesure qu'il tournait les feuillets, un malaise grossissait dans sa poitrine. Les chiffres étaient précis, presque froids, mais ils dissimulaient un gouffre moral qu'il n'avait jamais eu à affronter en métropole. Puis il tomba sur une feuille différente, froissée, glissée entre deux registres. Un rapport du régisseur. Court, nerveux, et ce nom écrit d'une main hésitante. Maëlle. Incident grave. Refus de se soumettre à la punition. Résistance dangereuse. Ordre donné de l'isoler. Aucune date, aucune suite inscrite, rien sur la raison de cette punition. Étienne sentit son souffle se bloquer. Il ne parvenait pas à imaginer ce que signifiait « résistance dangereuse » dans le lexique des planteurs. La pluie martelait les fenêtres avec une force croissante, comme si l'île elle-même protestait contre le silence de ses pages. Il décida de trouver Larocque. Le régisseur, surpris de le voir à cette heure, tenta d'éluder. « Ce sont des affaires anciennes, monsieur. Vous n'avez pas besoin. Qui a écrit ce rapport? Et pourquoi n'y a-t-il pas de suite ?» Larocque déglutit, ses mains nerveuses tenant une lampe qui tremblait plus que nécessaire. « Votre oncle n'aimait pas mentionner certaines choses. Concernant Maëlle, il valait mieux oublier. Elle a changé après cet incident. L'enfer s'est abattu sur la plantation pendant des mois. Les récoltes perdues, les maladies, 2 hommes morts. Certains disent qu'elle avait provoqué tout cela. » Étienne fronça les sourcils. « Vous croyez vraiment qu'une femme peut provoquer des tempêtes et des épidémies ?» Larocque baissa les yeux. « Je crois les choses que je vois, monsieur. Et ce que j'ai vu, je préfère ne pas en parler. » Cette phrase laissa dans l'air un goût amer, chargé de superstition et de lâcheté. Étienne retourna vers la maison, les pensées troublées, mais un cri soudain monta de l'extérieur, déchirant la pluie. Il accourut jusqu'à l'entrée du hangar à outils. Là, un jeune esclave, Amaury, se recroquevillait sous l'averse, les yeux écarquillés comme s'il avait vu un spectre. « Elle était là, balbutia-t-il. Elle m'a suivi. »« Qui ?» demanda Étienne, même s'il connaissait déjà la réponse. « Maëlle. Elle marche sans bruit. On dit qu'elle n'a plus peur de rien, qu'elle voit ce qui va arriver avant que ça n'advienne. » Étienne soupira. Pourtant, au fond de lui, une pointe de doute venait de naître, fine comme une aiguille. Il ordonna aux esclaves de retourner à leur cabane et s'avança seul vers les champs détrempés. Le vent rabattait la pluie contre son visage, mais il continua d'avancer jusqu'à ce qu'il aperçoive une silhouette debout, immobile parmi les cannes. Maëlle. Elle ne cherchait pas d'abri. Elle restait simplement là, la tête légèrement inclinée vers le ciel, comme si les gouttes qui tombaient ne la touchaient pas. Étienne sentit une étrange solennité l'envahir en approchant. « Vous n'avez pas besoin de rester sous cette pluie, » dit-il doucement. Elle tourna la tête vers lui. Lentement, trop lentement, presque avec une grâce cérémonielle. Ses yeux brillaient, non pas de colère, mais d'une luminosité étrange provoquée par les éclairs lointains. « Pourquoi m'observent-ils tous comme une bête ?» demanda Étienne, avec une sincérité qui le surprit. Elle ne répondit pas. Elle s'approcha seulement d'un pas, et il eut l'impression que la pluie diminuait autour d'eux, que leur petite portion d'univers s'était rétrécie pour n'inclure que d'eux. Puis elle parla, d'une voix si basse, qu'il dut se pencher pour entendre. « Parce qu'ils savent ce que votre famille m'a pris. » Le cœur d'Étienne se serra. « Ma famille ? Mais je ne... » Elle leva une main, interrompant sa phrase.
Ce geste était simple, mais chargé d'une autorité inattendue. Vous ne savez rien encore. Il la regarda, déstabilisé. Ces mots n'avaient pas la dureté d'une menace, mais l'inflexibilité d'un verdict ancien. Si vous voulez comprendre, cherchez dans la pièce que votre oncle gardait fermée, celle où personne n'entre, même pas la roque. Un éclair illumina brusquement son visage, révélant une expression étrange, une douleur contenue, une fatigue écrasante, et peut-être une vérité plus vaste qu'elle-même. Étienne sentit quelque chose se fissurer en lui. Comment pouvait-elle connaître les pièces interdites de la maison? Comment savait-elle ce qu'il ignorait encore? Mais avant qu'il ne puisse poser la moindre question, Maël se détourna et s'enfonça dans les cannes sous la pluie, son pas régulier comme un battement de tambour étouffé. Étienne resta seul, figé. Et derrière lui, dans le fracas de l'orage, il eut l'impression, non, presque la certitude, qu'une porte qu'il n'avait jamais remarquée auparavant venait de trembler dans l'obscurité de la maison, comme si quelque chose derrière elle venait de se réveiller. La nuit avait laissé derrière elle une moiteur lourde, presque étouffante, et pourtant Étienne frissonnait encore en songeant aux paroles de Maël. « Cherchez dans la pièce que votre oncle gardait fermée. » Cette phrase l'avait suivi jusque dans ses rêves, répandant une inquiétude sourde dans chaque fragment de sommeil. À l'aube, il se risqua enfin dans le couloir interdit. Les planches grinçaient sous ses pas, et l'air y était plus froid que dans le reste de la maison, comme si l'endroit retenait une mémoire que les murs eux-mêmes préféraient ne pas révéler. Devant la porte de bois sombre, il hésita. Rien n'indiquait qu'elle avait un jour été verrouillée, mais il sentit tout de même l'impression d'un seuil qu'on ne franchit pas sans perdre quelque chose de soi. Il poussa. La pièce s'ouvrit sur un silence dense. Un lit étroit, un coffret renversé, des vêtements usés. Rien d'extraordinaire en apparence. Mais une odeur persistait dans l'air. Un mélange de fumée froide et de quelque chose d'acide, presque métallique. Et sur le mur, une série de marques, des entailles fines, longues, parallèles, peut-être faites avec un couteau, ou des ongles. Étienne s'approcha, la gorge sèche. Pourquoi son oncle aurait-il caché cela? Sous le lit, il trouva une petite boîte de bois cerclée de fer. Elle semblait déplacée récemment. Il y avait encore une trace fraîche dans la poussière. Il l'ouvrit, les doigts tremblants. À l'intérieur, une lanière de cuir durci, une chaîne brisée, un morceau de tissu déchiré taché d'un brin séché, et une bague d'homme. Il la prit entre ses doigts. L'anneau était simple, d'or massif, et portait les initiales Dédé, Delorme. Son cœur se contracta. « Monsieur ?» Il se retourna brusquement. La roque venait d'apparaître à l'encadrement de la porte, les yeux agrandis par la panique. « Vous n'auriez pas dû entrer ici. »« Pourquoi ?» demanda Étienne, la bague dans la main. Le régisseur semblait hésiter entre fuir ou parler. « Votre oncle utilisait cette pièce pour punir ceux qui résistaient. Mais avec Maël, cela a pris une tournure différente. Elle a été enfermée ici pendant 3 jours, après un incident. Personne n'a jamais su exactement ce qui s'était passé. Mais quand la porte s'est ouverte, elle n'était plus la même. Étienne sentit une nausée monter. Et cette bague, la roque se crispa. C'était celle de votre oncle. On ne l'a jamais retrouvée après sa disparition. Cette phrase s'écrasa dans la pièce comme un coup de tonnerre. Étienne, stupéfait, fixait l'anneau brillamment froid. Disparition? Vous m'aviez dit qu'il était mort de maladie. Le silence du régisseur devint une réponse en soi. Pour la première fois depuis son arrivée, Étienne comprit que tout ce qu'on lui avait raconté était peut-être un tissu de mensonges. Il quitta la pièce sans un mot, la bague serrée dans sa paume. À l'extérieur, le soleil levant allongeait les ombres sur la cour, et les esclaves commencèrent leur journée sous la surveillance du capataz Mérion. Celui-ci, massif, brutal, observait Maël avec une insistance qui fit frémir Étienne. Une lueur de possessivité malsaine brûlait dans ses yeux. Il s'approcha du capataz. « Quelle relation aviez-vous avec elle ?» demanda-t-il, la voix plus froide qu'il ne l'aurait cru. Mérion eut un rictus. « Avec elle ? Aucune. On ne peut pas maîtriser un démon. Mais je sais comment elle regarde les hommes qu'elle veut briser. Elle l'a fait à votre oncle. Et elle finira par le faire avec vous. » Avant qu'Étienne ne puisse répliquer, Maël passa près d'eux, portant un panier de cannes.
Son visage restait impénétrable, mais lorsque son regard croisa celui d'Étienne, il y lut autre chose, un avertissement ou une supplique. Elle ne parla pas, elle n'avait pas besoin. Plus tard dans la journée, alors que les travailleurs se dispersèrent pour la pause, Étienne la trouva au bord du ruisseau, à l'ombre d'un manguier. Elle lavait ses mains lentement, comme pour effacer quelque chose qu'on ne voyait pas. « Comment connaissiez-vous la pièce » demanda-t-il sans préambule. Elle restait tournée vers l'eau. On n'oublie jamais l'endroit où on a cru mourir. Cette phrase tomba avec un poids qui fit vaciller l'air autour d'eux. Elle se redressa, approcha d'un pas, et Étienne sentit l'odeur douce et terreuse de sa peau sous le soleil humide. « Votre oncle m'a prise là-bas, encore et encore. Mais il y a eu un jour, » elle marqua une pause, « un jour où j'ai cessé de pleurer, et c'est ce jour-là qu'il a eu peur de moi. » Il la regardait, les entrailles serrées d'une colère neuve, une colère qu'il ne savait pas encore où diriger. « Et il a disparu, » murmura-t-il. Un souffle glissa sur son visage, le souffle de Maël. « Oui, mais pas pour les raisons que vous croyez. » Il sentit son cœur se serrer. « Alors dites-moi. » Elle s'approcha encore, si près qu'il distingua le reflet du ciel dans ses pupilles. « Je vous dirai ce que vous voulez savoir, mais pas ici. Pas tant que les murs peuvent entendre. » Elle recula d'un pas, puis tourna la tête vers la colline qui dominait la plantation. « Demain soir, là-haut, près du fromager. Venez seul. » Étienne voulut lui demander pourquoi tant de précautions, mais elle avait déjà réorienté son regard vers les champs, comme si la conversation n'avait jamais existé. Pourtant, en s'éloignant, il sentit une pression étrange dans sa paume. Il l'ouvrit. Maël y avait glissé un objet. Une mèche de cheveux châtains, nouée d'un fil rouge, trop clair pour appartenir à elle. Son souffle se coupa, car cette couleur, c'était celle de son oncle. Et si la mèche n'avait pas jauni avec le temps, cela signifiait une seule chose. Quelque chose, ou quelqu'un, avait conservé ce fragment bien après sa disparition. Le soleil s'inclinait lentement vers la mer des Caraïbes, et la plantation s'emplissait de cette lumière dorée qui rendait tout plus beau qu'il ne l'était vraiment. Mais pour Étienne, la beauté du paysage ne parvenait plus à masquer la vérité rampante. Chaque pas qu'il faisait sur ces terres le rapprochait d'un secret qui semblait respirer sous ses pieds. La mèche de cheveux trouvée dans sa main pesait comme un aveu silencieux, et toute la journée, il sentit une tension diffuse parcourir la plantation. Quelque chose avait changé. Les regards se faisaient plus lourds, les conversations plus brèves, comme si la terre elle-même anticipait ce qui allait arriver. Au crépuscule, il s'équipa d'une simple lampe à huile et monta le chemin menant à la colline. Les manguiers projetaient des ombres longues et sinueuses, et chaque bruissement du vent lui donnait l'illusion d'être suivi. Il avait pris soin de ne prévenir personne de sa destination, comme Maël l'avait exigé. Pourtant, une sensation persistante lui murmurait qu'il n'était pas seul. Le fromager apparaissait enfin, massif, imposant, ses racines noueuses jaillissant du sol comme les doigts d'un géant enfoui. Étienne aperçut une silhouette immobile près du tronc. Maël l'attendait. Elle se tenait droite, le visage baigné par les dernières lueurs du jour. Le vent soulevait légèrement le tissu de sa jupe, révélant un équilibre presque statuaire, comme si elle était devenue partie du paysage, une ombre née de l'île elle-même. « Vous êtes venu » dit-elle simplement. Étienne s'arrêta à quelques pas. « Je veux comprendre. » Elle hocha la tête, puis désigna la terre à ses pieds. « C'est ici que tout a commencé. C'est ici que votre oncle m'a enchaîné. Pas dans la pièce. Pas au milieu de tous. Ici, loin des regards. Quand personne ne pouvait m'entendre. » Les mots frappèrent Étienne comme un choc glacé. « Pourquoi ici ?» Maël s'accroupit, toucha doucement une racine rugueuse. « Parce qu'il pensait que ce lieu me briserait, qu'il me volerait ce qu'il n'avait pas encore pris. Le fromager, chez nous, dans nos croyances, c'est un arbre qui voit tout, qui enferme les morts, qui garde les secrets des vivants. Il voulait m'y attacher pour m'en chasser l'âme. » Elle releva la tête vers lui, ses yeux brillants d'un éclat ancien, tenace. Mais c'est lui qui a eu peur. Étienne sentit un frisson courir le long de sa colonne. « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» demanda-t-il. Elle éclata d'un rire bref, sans joie. « Vous pensez que je l'ai tué ?»
que j'ai fait disparaître son corps. Comme ils le disent, comme ils le murmurent, quand ils pensent que je ne les entends pas. Mais la vérité est plus simple et plus lourde. Elle se releva. Votre oncle est parti en courant. Il a fui. Je ne l'ai même pas touché. Il a fui parce qu'il a vu ce qu'il avait fait de moi, parce qu'il savait que si je le regardais encore, il finirait par voir sa propre monstruosité. Étienne chercha une explication rationnelle, mais rien ne correspondait à cette vision d'un maître terrifié par sa victime. Maël s'approcha, très lentement, comme pour ne pas l'effrayer. Ce que j'ai fait, ce que j'ai vraiment fait, c'est survivre. Et certains hommes ne supportent pas qu'une femme survive à ce qu'ils lui font. Les mots résonnèrent autour d'eux, avalés par les branches du fromager. Alors, qu'est-il devenu? Maël détourna les yeux, et pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontré, il crut y lire une hésitation, peut-être même un regret. Je ne l'ai pas revu. Mais quelqu'un l'a vu. Quelqu'un avait intérêt à ce qu'il disparaisse, à ce que la honte soit étouffée. Elle fit un pas supplémentaire, si proche désormais que son souffle frôlait la peau d'Étienne. Vous n'êtes pas comme lui, mais vous portez son nom. Et cela, pour certains ici, c'est déjà trop. Cette confession laissait un vertige amer dans la gorge du jeune homme. Un danger diffus flottait, qu'il ne parvenait pas à cerner. « Qui veut me nuire ?» demanda-t-il, les mâchoires serrées. Maël ouvrit la bouche pour répondre, mais soudain elle pivota, son corps se tendant comme un arc. Ses yeux se figèrent vers les buissons derrière eux. Étienne suivit son regard. Un froissement léger, une respiration retenue. Quelqu'un les observait. Maël avança d'un pas rapide, mais la silhouette s'évanouit aussitôt dans l'obscurité. Étienne n'avait vu qu'un éclat, quelque chose de métallique reflétant les derniers vestiges de lumière. « Qui était-ce » demanda-t-il. Maël ne répondit pas immédiatement. Elle revenait vers lui, le visage fermé, traversé par une inquiétude qu'il ne lui avait jamais vue. Quelqu'un qui ne veut pas que vous sachiez la vérité. Elle posa une main sur son bras, légère mais étrangement ferme. « Monsieur Delorme, il faut que vous quittiez cette maison pour quelques jours, que vous restiez loin. » Étienne s'irrita. « Je ne partirai pas, pas maintenant. »« Alors vous mourrez, » dit-elle d'une voix si posée, si calme, que les mots prirent un relief glaçant. Il ouvrit la bouche, mais Maël se détourna brusquement, scrutant l'obscurité en contrebas. « Ce soir, quelque chose va se passer, quelque chose que je ne pourrai pas arrêter. » Le vent se leva soudain, bruissant entre les branches du fromager comme un souffle d'avertissement. Maël fit un pas en arrière, les yeux fixés sur la plantation au loin. « Regardez, » murmura-t-elle. Étienne se retourna. Aux abords de la grande maison, une lueur vacilla. Une lueur qui grandissait, qui dansait, comme un reflet de flamme. Son cœur se figea, et derrière lui, Maël prononça presque en un souffle. Ils ont commencé. La nuit, encore tiède de chaleur, vibrait maintenant d'un danger palpable. La lueur qui grandissait près de la grande maison n'était plus un simple scintillement. C'était une langue de feu, avide, affamée, qui s'étendait vers les murs de bois sec, comme si elle poursuivait une vengeance depuis longtemps retenue. Étienne se lança dans la descente de la colline, glissant sur la terre rouge, trébuchant sur des racines qui semblaient vouloir le retenir. Maël le suivait, le pas rapide, silencieux, son visage tendu vers l'incendie qui se propageait déjà à une vitesse surnaturelle. Lorsque les premiers cris montèrent de la plantation, ils ressemblaient à des appels d'un autre monde. Les esclaves sortèrent de leurs cases, affolés, mais aucun ne se dirigeait vers la maison. Ils savaient. Ils avaient là compris avant lui que ce feu n'était pas un accident. Il brûlait avec une intention trop précise pour n'être que le fruit d'un simple hasard. Étienne atteignit la cour, au moment où une poutre s'effondrait dans un fracas assourdissant. Les flammes dévoraient déjà la façade, les volets, les colonnes du perron. L'air vibrait d'une chaleur suffocante. Il voulut foncer vers l'entrée, mais Maël posa une main sur son bras, le stoppant net. « Non, ils vous veulent à l'intérieur. » Il la fixa, incrédule. « Qui ?» Elle tourna lentement la tête, vers l'ombre près de l'écurie. Là, un homme s'approchait. Large, massif, la silhouette inoubliable, Mérion, le capataz. Dans sa main brillait quelque chose, non pas un outil,
mais une arme soigneusement entretenue, dont l'éclat rappelait celui aperçu derrière les buissons près du fromager. Son regard n'était plus une lueur de mépris, mais un brasier de haine. « Tu aurais dû rester loin de cette femme, monsieur Delorme, » gronda-t-il. « Ici, c'est moi qui décide qui vit et qui disparaît, comme ton oncle. » Le monde sembla basculer sous les pieds d'Étienne. « C'est vous, » souffla-t-il. Le capataz sourit, un sourire plein de dents et de satisfaction. Il a commencé à poser des questions. Comme toi. Il a essayé de la protéger. Comme toi. Ça m'a pris du temps pour faire croire à une maladie, mais les Blancs croient ce qu'on leur dit quand ça les arrange. Étienne sentit la colère monter en lui comme un torrent noir. Vous l'avez tué parce qu'il voulait cesser de la torturer. Mérion éclata de rire. Parce qu'il devenait un obstacle. On ne laisse pas un maître se radoucir. Les esclaves doivent être restés brisés. Et elle, il pointa la lame vers Maëlle. Elle a été brisée trop tard. Ce fut un miracle qu'Étienne ne se jette pas immédiatement sur lui. Il n'aurait fait que mourir en vain. Maëlle, elle, restait immobile, les yeux fixés sur l'homme. Son visage n'exprimait ni peur ni rage. Rien que cette étrange clarté intérieure, semblable à celle d'une mer profonde et immuable. « Vous avez peur de moi, Mérion ?» dit-elle calmement. Il éclata de rire encore, mais une ombre traversa son regard. « Peur ? D'une esclave ? Ne me fais pas rire. C'est toi qui vas brûler ce soir. Je réglerai le problème pour de bon. Et Delorme sera déclaré mort dans l'incendie. Personne ne posera de questions. Le feu derrière eux gagnait du terrain, avalant les murs, les portes, les plafonds. Étienne sentit la fumée lui piquer les yeux. Mérion leva la lame. Alors Maëlle fit un mouvement presque imperceptible. Elle se plaça légèrement devant Étienne, comme si elle avait prévu chacun des pas du capataz. « Tu vois toujours ce que tu veux voir, Mérion, » murmura-t-elle. « Mais tu n'as jamais compris. Ce n'est pas moi qui te fais peur, c'est ce que tu deviens à chaque fois que tu me regardes. » Cette phrase, comme une gifle invisible, déséquilibra un instant l'homme. Un seul instant, mais il suffit. Étienne bondit en avant, attrapa le bras armé, et une lutte brutale s'engagea. Mérion était plus fort, largement, mais la rage d'Étienne était neuve, pure, brûlante. La lame décrivit un arc dans la nuit, manqua de peu la gorge du jeune maître. Maëlle se déplaça alors comme une ombre. Elle attrapa une pierre au sol, la lança d'un geste bref et précis. Elle frappa Mérion au niveau de la tempe. Il chancela. Étienne, profitant de la seconde de flottement, le repoussa de toutes ses forces. Le capataz recula encore, jusqu'à heurter une poutre en feu. Le bois cédait déjà. Dans un craquement terrible, elle glissa, bascula, et s'effondra sur lui. Étienne détourna le regard. Le feu n'eut besoin que de quelques instants pour sceller le destin de l'homme. Le silence retomba peu à peu, seulement troublé par le crépitement des flammes. Maëlle s'approcha d'Étienne. « Ce n'est pas fini, » dit-elle doucement. Il releva les yeux, encore haletant. « Il y en a d'autres ?» Elle secoua la tête, puis désigna la maison en flammes. Il reste ce qu'il a caché à l'intérieur, ce qu'il voulait brûler ce soir. Les registres, les lettres. La preuve de ce qu'il a fait, de ce qu'ils ont tous fait. Étienne sentit son cœur s'emballer. Si le feu atteint le bureau, tout sera perdu. Maëlle posa une main sur son torse, légère mais ferme. Alors cours, sauve ce qui peut encore l'être. Le monde doit savoir qui vous étiez et qui nous étions. Il courut. La chaleur le frappait comme une vague. Les flammes léchèrent les murs, les escaliers, les poutres. Il entra en suffoquant, se protégeant le visage du bras. Dans le bureau, il aperçut les registres sur le sol, certains déjà noircis, d'autres encore intacts. Il les saisit, tous ceux qu'il put, et dans un tiroir renversé, une dernière lettre scellée d'un cachet qu'il reconnut, celui de son père. Il n'eut pas le temps de la lire. Maëlle l'attrapa lorsqu'il ressortit, titubant, chargé d'épreuves. Le toit s'effondra derrière eux dans un rugissement. La maison des Delorme s'écroula comme un animal mourant. Ils restèrent là, dans la lueur des flammes, le regard fixé sur le brasier. Le vent emportait la fumée vers la mer. Étienne se tourna vers Maëlle. « Et maintenant ?» Elle le regarda comme on regarde un horizon qui n'existe pas encore. « Maintenant, monsieur Delorme,
Ce que vous ferez de ces preuves décidera de ce que l'île deviendra, de ce que vous deviendrez. Une longue pause s'installa. « Et moi » demanda-t-il. Maël inclina la tête. « Vous êtes libre. Pour la première fois. » Elle fit un pas en arrière, puis un autre. La fumée passa entre eux comme un voile. « Et moi aussi » murmura-t-elle. Alors Maël se tourna vers la forêt, vers la nuit, vers un avenir que personne ne pourrait plus lui voler. Chaque pas qu'elle faisait semblait effacer des siècles de chaînes. Étienne, immobile, la regarda disparaître entre les arbres, son cœur accroché à sa silhouette jusqu'au dernier fil d'ombre. Il sut alors que rien, plus rien, ne serait comme avant. Et au loin, presque imperceptible, une racine du vieux fromager se souleva dans le vent, comme si l'arbre lui-même saluait sa libération. Si cette histoire vous a touché ou bouleversé, dites-le nous dans les commentaires. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits oubliés, partagez cette vidéo autour de vous, et n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir notre travail. Votre engagement fait vivre ces histoires.